This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans cet épisode, nous continuons de naviguer sur ce fleuve qu'est le temps, en essayant de comprendre ce qu'il signifie, ce qu'il est, et de comprendre également toutes les bizarreries qui lui sont associées. Nous avions vu notre perception philosophique du temps, puis nous avions vu dans le second épisode le temps physique avec la thermodynamique. Et à la fin de ce deuxième épisode, je vous avais expliqué comment ce fleuve, qui est le temps, et bien que le courant ne pouvait pas être changé, sa vitesse d'écoulement, en quelque sorte, pouvait varier d'un endroit à un autre. C'est donc les prémices de ce que nous allons voir aujourd'hui en détail, à savoir la relativité du temps. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Après une petite pause de quelques semaines, peut-être un petit peu indépendante de notre volonté, voici aujourd'hui la suite de notre saga sur le temps. Alors, après un petit rappel rapide sur ce qui a été dit jusque-là, on va poursuivre un petit peu sur la notion physique du temps. Après avoir parlé de la notion philosophique, après avoir parlé de différentes notions, on va faire un petit rappel. Donc voilà, la première chose à savoir, c'est que sur le temps, on ne sait rien, on ne sait pas ce que c'est. Ce que l'on sait mesurer, c'est un intervalle entre deux événements. Entre deux événements, il peut y avoir un intervalle de temps qui peut être mesuré par un système périodique. Par exemple, le jour, la nuit, la journée, la seconde, le pendule, enfin bref, une montre ou même un chronomètre, de plus en plus finement maintenant, avec des instruments de plus en plus précis, on arrive à mesurer une quantité de temps entre deux événements. On a des instruments tellement précis qu'on peut mesurer jusqu'au millième, au millionième, au milliardième, et là actuellement, rappelez-vous, on est jusqu'à 10 puissance moins 18 secondes entre deux événements. Alors la question qu'on s'était posée, est-ce que pour n'importe quel observateur, regardant deux événements, est-ce que tout le monde va mesurer la même chose, le même intervalle de temps? On avait vu qu'avec Einstein et ses expériences de pensée, et puis même après ces expériences de pensée, les expériences réelles, mesurables avec une instrumentation précise, on s'est aperçu que l'intervalle de temps entre deux événements n'est pas pour tout le monde le même. Dans la relativité restreinte d'Einstein, on avait vu que lorsqu'un observateur allait à une certaine vitesse plutôt grande, très grande, il pouvait mesurer un intervalle de temps beaucoup plus long que si une personne mesurait ces deux événements. Donc du coup, plus on va vite, plus la notion relative du temps est présente. Pour mieux comprendre ce rapport entre distorsion du temps et rapidité à laquelle on se déplace dans l'espace, comme l'a expliqué Willy, on peut reprendre notre analogie du temps comme le courant d'un fleuve. Imaginez deux personnes se situant côte à côte, chacun dans un canoë, se laissant dériver le long du fleuve avec ce débit d'eau, ce courant, qui représente donc le défilement du temps. Imaginez-vous donc surplombant ce ruisseau, avec son débit allant de derrière vous à devant vous. Pour une représentation simplifiée, l'écoulement du courant se représente de la même façon que l'écoulement du temps, de l'arrière vers l'avant. Puisque le déplacement dans le temps est ici représenté de l'avant à l'arrière, nous allons représenter un déplacement dans l'espace de gauche à droite. Imaginez que l'un des deux, que vous entendez actuellement, il ne fait absolument aucun effort, il ne pagaie pas. Autrement dit, il s'éloigne en ligne droite de nous, comme vous l'entendez. Autrement dit, cette personne est immobile spatialement, en quelque sorte, mais elle est mobile dans le temps. Comme nous tous d'ailleurs, c'est une dimension qui normalement nous échappe, mais dans cette analogie, c'est comme si nous nous placions en dehors de notre référentiel d'étude et que nous pouvions voir, observer ce défilement du temps. Et puis, imaginez le second personnage qui part exactement du même point que le premier,
Sauf que celui-ci va se mettre à pagayer vers la droite pour essayer de se déplacer dans l'espace. Sa trajectoire, à lui, alors elle est toujours rectiligne, mais elle est inclinée. Pour la première personne, la direction est de l'avant vers l'arrière, dans une seule dimension. Pour l'autre personne, le déplacement se fait à la fois de gauche à droite dans l'espace, mais aussi dans le temps, de l'arrière vers l'avant. Et donc son segment parcouru représente une diagonale, quelque part entre la ligne droite que représente le défilement dans le temps et une ligne perpendiculaire de gauche à droite que représente le déplacement dans l'espace. Et alors ces lignes dans l'espace et dans le temps dont je viens de parler, c'est quelque chose qui est utilisé en physique et qui s'appelle des lignes d'univers. Chaque ligne d'univers est différente, vous-même avez votre propre ligne d'univers à travers l'espace et le temps. Et chaque ligne d'univers étant différente, ça illustre ici que l'expérience du temps et de l'espace est aussi différente. Mais bon, comme l'a dit Willy, et comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, il y a une vitesse maximum, on va dire, à laquelle notre personnage pourrait éventuellement pagayer de gauche à droite. C'est cette fameuse vitesse de la lumière. Imaginons le premier personnage qui ne fait aucun effort, qui ne pagaille pas, pointe un laser. En allumant le laser, le photon va donc parcourir à la vitesse de la lumière un déplacement latéral de gauche vers la droite, mais aussi va se déplacer dans le temps, de l'avant vers l'arrière, puisque sur le canoë. Alors, quelle sera la ligne d'univers de ce photon? Eh bien, dans ce qu'on pourrait appeler ce graphique, entre la ligne de temps et la ligne d'espace, elle représenterait elle aussi une diagonale, mais une diagonale à mi-chemin parfait, c'est-à-dire à 45 degrés, respectivement de l'axe que nous avons défini comme le temps, et de l'axe de l'espace de gauche à droite. Maintenant, on refait l'expérience. Imaginez le photon qui part du même point de départ, mais cette fois-ci, il va aller vers la gauche. Ce qui ne pourrait pas être possible dans l'autre axe. Par exemple, on ne pourrait pas dire que le pagayeur remonte le courant, puisque cela voudrait dire qu'il remonte littéralement le temps. Mais ici, dans la dimension de déplacement dans l'espace, de gauche à droite, vous pouvez aller dans les deux sens. Donc le photon va partir vers la gauche. On va obtenir la même diagonale. Sa ligne d'univers va être une droite à 45 degrés respectivement de l'axe de l'espace et de l'axe du temps, mais dans la direction opposée que l'autre photon qui est parti vers la droite. Alors imaginez-vous deux droites de direction opposée qui partent du même point, ça vous donne un triangle. Et l'aire de ce triangle, c'est un peu notre prison en quelque sorte. Puisque la vitesse de la lumière ne peut pas être déplacée, rien ne pourra aller plus vite que cela. Toutes les trajectoires possibles qu'il pourra faire dans l'espace et le temps seront comprises à l'intérieur de ce triangle. Je dis que c'est un triangle parce que nous sommes, dans notre analogie, travaillés sur deux dimensions, un axe d'espace et un axe de temps. Si on rajoute une dimension supplémentaire, ça nous donne un cône, et c'est ce que les scientifiques appellent le cône de lumière. Si nous voulions représenter les déplacements de nos deux kayakistes sur un graphique, nous aurions en abscisse, c'est-à-dire de gauche à droite, le déplacement dans l'espace, et en ordonnée, c'est-à-dire de bas en haut, le déplacement temporel. Et donc, chaque kayakiste a ce qu'on appelle son propre référentiel. Et donc, pour passer du point de vue de l'un au point de vue de l'autre, il suffirait de comparer le décalage respectif des deux trajectoires, comme un vecteur entre le déplacement vertical et horizontal. Et c'est ce qu'on appelle une translation galiléenne. Imaginez maintenant que le deuxième kayakiste, celui qui pagaye de gauche vers la droite, tient lui aussi un laser. Alors il commence à pagayer, et puis il allume son laser. Logiquement, on devrait se dire que la vitesse de la lumière devrait donc s'additionner à celle de la vitesse de déplacement du kayakiste. Mais ça, on sait que c'est pas le cas, puisque ça voudrait dire que vitesse de la lumière plus vitesse du kayakiste, ça ferait quelque chose de plus grand que la vitesse de la lumière. Donc là, patatras, et il faut donc trouver un nouveau modèle. Il faut donc trouver un moyen pour faire correspondre notre graphique avec notre ligne d'univers, avec la limite fondamentale qui est la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est ce que les théoriciens ont fini par trouver. Imaginez qu'on a imprimé ce graphique avec la ligne d'univers du photon qui se déplace donc à la vitesse fausse, on va dire pour l'instant, de la vitesse de la lumière plus la vitesse de déplacement du kayak.
Et tout ce graphique, on l'a imprimé sur une toile élastique. Et admettons que moi et Willy tenions chacun un côté de cette toile tendue, avec moi du côté gauche qui tient les deux coins, et Willy du côté droit qui tient les deux autres coins. Et donc, si on veut résumer ça grossièrement, les scientifiques se sont dit, eh bien, on va tordre notre ligne d'univers qui n'est pas réaliste pour la faire redevenir une droite à 45 degrés respectivement des deux axes. Et pour ce faire, eh bien, moi et Willy, de chaque côté tenant la toile, vont se mettre à tordre la toile comme elle est élastique, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne distorsion pour que la droite, elle aussi, comme elle est imprimée sur la toile, se distorde, et cette droite redevienne une droite à la vitesse de la lumière, une droite à 45 degrés respectivement de l'axe de déplacement dans l'espace et dans le temps. Et donc on est content, mais cette déformation, elle induit une conclusion surprenante. La ligne peut être étirée ou contractée, non seulement donc sur l'axe de l'espace, mais aussi sur l'axe du temps. Le temps peut donc être contracté ou distendu afin de maintenir un cadre théorique en accord avec nos observations. Ça veut dire que le temps est donc relatif. Et donc c'est ce qui peut paraître quand même comme un tour de passe-passe. On se dit on trafique un peu notre graphique, on distord la théorie pour que ça colle à la réalité. Et donc ce que j'ai appelé ce tour de passe-passe est en réalité ce qu'on appelle la transformation de Lorentz. Et même si elle semble vraiment très étrange et improbable, c'est pourtant bien ce modèle qui a été démontré, redémontré, prouvé par l'expérimentation et par l'observation, et qui est un système qui permet facilement de calculer, de mesurer les distorsions de l'espace et du temps sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme de Minkowski. Rappelez-vous le coup des deux jumeaux, ou même à la limite, rappelez-vous tout simplement, si je mets une horloge atomique dans un avion, et puis une horloge atomique qui était synchronisée au sol, eh bien, lorsque l'avion va faire le tour de la Terre, par exemple, il va revenir avec un petit décalage temporel. Donc, l'intervalle de temps entre deux événements, là encore, dépend de la vitesse. Reprenons notre diagramme de Minkowski, je vous promets, vous allez voir, on ne rentrera pas là non plus dans les mathématiques. En fait, fort de notre découverte que le temps est donc relatif, notre analogie a un problème dès le départ, puisque nous considérons que les kayakis sont sur un fleuve qui s'écoule de manière continue avec un débit constant. Or, d'après ce que Willy vient de nous expliquer, le débit peut changer, donc il faut trouver une autre analogie. Alors, dans un diagramme de Minkowski, comme le temps et l'espace ne forment qu'une seule entité finalement, le déplacement dans le temps, donc de gauche à droite, et le déplacement dans l'espace, c'est-à-dire de bas en haut, est mesuré en unité de distance, en kilomètres ou en mètres. Et vous allez voir, j'espère que ce que je vais vous dire va vous faire un effet de stupéfaction. C'est comme si nous avions une certaine vitesse de déplacement maximum, à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est ce qu'on appelle une rapidité de déplacement dans l'espace ou dans le temps. Si nous sommes en arrêt dans l'espace, nous ne bougeons pas. Notre rapidité de déplacement dans le temps est maximale. Mais plus votre rapidité de déplacement dans l'espace augmente, plus votre rapidité dans le temps diminue, comme pour compenser et arriver toujours à un équilibre, un maximum. Vous allez tout de suite comprendre avec cet exemple, cette analogie, c'est un peu comme si vous aviez deux bacs d'eau. Un est plein, il correspond à la rapidité de déplacement dans le temps, et un est vide, et correspond à la rapidité de déplacement dans l'espace. De base, c'est la configuration initiale. Et donc, pour augmenter votre rapidité de déplacement dans l'espace, vous allez devoir obligatoirement prélever de l'eau dans le bac qui est plein. Et donc, son niveau diminue. La rapidité de déplacement dans le temps diminue au profit de la rapidité de déplacement dans l'espace. Pour résumer, plus on se déplace vite dans l'espace, moins on se déplace vite dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe avec la lumière, Willy. Alors, le truc le plus fou, c'est que pour le photon, qui va à la vitesse de la lumière, la notion de temps n'est qu'une illusion. L'un pour l'autre. C'est-à-dire ce qui peut se passer, disons, 10 minutes pour un individu regardant deux événements, séparés par 10 minutes, bien sûr, eh bien, quelqu'un d'autre allant à une vitesse très très grande, il va le voir beaucoup plus long, ou le contraire. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, la notion de temps est relative. Donc, il n'y a pas de temps absolu. Effectivement, si nous pouvions en théorie nous déplacer
à une telle vitesse, un trajet vers Proxima du Centaure, qui est dans notre référentiel spatio-temporel à 4 années-lumière, n'est en fait qu'à quelques dizaines de minutes du point de vue de la particule de lumière. Et donc, fort de ce constat, refaisons notre analogie. Laissons de côté notre fleuve du temps et imaginez plutôt deux personnes côte à côte sur un sol enneigé. Tous les deux marchent à la même vitesse avec des longueurs de pas identiques. Et on leur demande tous les deux de marcher 100 pas. Alors le premier, il fait 100 pas tout droit. Là encore, il va donc aller de l'arrière vers l'avant, ce qui correspond à un déplacement uniquement temporel. Sa rapidité spatiale est donc nulle et sa rapidité temporelle maximale. Et on demande à l'autre de partir du même point de départ, mais maintenant de marcher en diagonale, c'est-à-dire en plus de marcher vers l'avant, il va marcher aussi de gauche à droite. Tous deux ont parcouru la même distance. Mais le premier a parcouru une distance uniquement sur un axe, tandis que l'autre a parcouru sa distance répartie sur deux axes, l'axe temporel et spatial. Et donc vous visualisez très bien, très rapidement, celui qui a été tout droit est allé plus loin que celui qui est allé en diagonale. Ce qui veut dire que si on reprend notre analogie, le premier se déplace plus rapidement sur l'axe du temps, tandis que l'autre voit sa rapidité temporelle réduite au profit de sa rapidité spatiale. Et grâce à cette analogie, on peut également le visualiser. Du point de vue de la première personne, qui a fait ses 100 pas tout droit, elle arrive à ses 100 pas et elle regarde autour d'elle. Et ce qu'elle observe, c'est que la deuxième personne est derrière elle sur l'axe du temps. Ça veut donc dire qu'il la voit aller plus lentement dans le temps. Donc pour lui, il verra cette personne au ralenti, du point de vue de son référentiel. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que, du point de vue de la deuxième personne qui a marché en diagonale, de son point de vue, elle est allée tout droit, et c'est l'autre qui a marché en diagonale. Et cette personne qui a marché en diagonale, lorsqu'elle a fait ses 100 pas, et qu'elle regarde autour d'elle, eh bien, elle verra l'autre, elle aussi, derrière lui. Ce qui veut dire que pour elle aussi, elle verra l'autre personne au ralenti par rapport à elle. Mais alors des deux, qui a raison? Et donc ce constat, comme l'a dit Willy, c'est ce qui amène au paradoxe des jumeaux. On pourrait croire qu'on l'appelle paradoxe parce que le résultat de l'expérience est étonnante, à savoir un jumeau revient plus jeune que l'autre, mais le fait qu'on l'appelle paradoxe est plutôt parce qu'elle a suscité à l'époque beaucoup de discussions. Comme on l'a vu dans notre petite expérience de pensée, tous les deux dans leur référentiel vont voir l'autre vieillir moins vite. Alors qui des deux vieillit réellement moins vite? Eh bien c'est cette question qui a tenu en haleine les scientifiques pendant longtemps. Parce qu'il faut prendre beaucoup de choses en considération. Les phases d'accélération et de décélération du vaisseau, le trajet retour, etc. Et finalement, eh bien, une majorité s'accorde à dire que c'est bien le jumeau qui est parti qui sera effectivement le plus jeune. Et ça a notamment été prouvé, comme l'a dit Willy, par l'expérience des avions qui s'appelle l'expérience Haffel-Keating. Deux avions avec chacun une horloge atomique à leur bord ont tourné autour de la Terre dans des sens différents. À la fin du voyage, les horloges étaient désynchronisées de quelques nanosecondes, et donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi, c'est tout simplement parce que leurs lignes d'univers ne sont tout simplement pas de la même longueur. Mais continuons notre analogie. Laissons maintenant la deuxième personne, celle qui marchait en diagonale, continuer à marcher, toujours en diagonale, jusqu'à arriver au même niveau que le premier, bien sûr, au même niveau dans le référentiel du premier marcheur. Le premier qui a marché tout droit regarde alors son collègue, qui est à sa hauteur maintenant, et il regarde les pas qu'il a laissés dans la neige. Premier constat, c'est qu'effectivement, il a dû faire plus de pas, signifiant donc que le temps s'est écoulé différemment. Mais également, il aura l'impression, de son point de vue, que les pas sont plus petits. Et là encore, cette analogie permet de visualiser ce qui se passe dans la réalité, car une autre conséquence de la relativité restreinte, c'est que plus notre vitesse de déplacement dans l'espace augmente, plus les distances se contractent. Alors bien sûr, je voudrais préciser que toutes ces expériences ont leurs limites. Elles ne sont pas forcément exactes à 100%,
Bien sûr, il y a des failles dans ces analogies, mais ce qu'on veut avec Willy avant tout, c'est de vous permettre de vous faire ressentir, de vous faire intuiter ce qu'est la relativité restreinte, c'est-à-dire la contraction et la dilatation des distances et du temps. Une autre conséquence qui va, j'espère, vous retourner l'esprit, c'est quelque chose qui découle naturellement de ce qu'on vient de dire, c'est que puisque notre direction dans le temps n'est pas la même selon le personnage, alors la notion même de simultanéité des événements, c'est-à-dire l'ordre dans lequel se produisent des événements, elle aussi est relative. Reprenons donc nos deux personnages marchant dans la neige, mais imaginons qu'à une certaine distance d'eux se trouvent deux enceintes. Les deux enceintes sont situées à la même distance en avant, de part et d'autre des deux personnages. Dans le point de vue normal, c'est-à-dire celui de la première personne qui n'a aucun déplacement dans l'espace, aucune rapidité spatiale, les sons vont progressivement se rapprocher de manière similaire. Nous allons donc bien passer les deux enceintes à ce moment de manière simultanée, puisqu'elles sont à la même hauteur de notre point de vue. Dans notre analogie, ces deux sons représentent deux événements, par exemple l'explosion de deux supernovas. Ces deux événements semblent donc se produire en même temps. Mais maintenant, mettons-nous à la place de la deuxième personne qui marche en diagonale, et écoutons ce qu'elle entend. D'abord, les sons sont au loin, et nous paraissent à la même distance. Et puis très vite, l'enceinte de gauche semble s'amplifier davantage. Son signal diminue, nous avons passé l'enceinte de gauche, alors que celle de droite est encore devant nous. Nous continuons à marcher jusqu'à ce qu'à son tour, nous dépassions l'enceinte de droite. De notre point de vue, puisque nous avons marché en diagonale, les deux événements, qui sont pourtant simultanés pour la première personne, ne le sont pas dans ce référentiel temporel. Nous verrions donc les deux supernovas exploser à des moments différents dans le temps. Alors, aujourd'hui, on va regarder aussi un autre aspect de la dilatation du temps, puisque ça a l'air d'être une dilatation, lorsque l'on se trouve près d'une masse. Une masse très importante, comme la Terre, par exemple. La Terre, prenons l'exemple toujours pareil de deux horloges atomiques, synchronisons-les au sol, toutes les deux. Alors, bien sûr, avec une précision extrêmement fine, bien évidemment. On va laisser une horloge au sol, on va prendre la seconde horloge et on va la monter en haut d'un immeuble de 10 étages, par exemple. Ce qui fait que lorsque je récupère l'horloge qui est en haut, que je regarde, je compare le temps mesuré par les deux horloges, je m'aperçois que là encore, il y a un intervalle de temps différent. Apparemment, le temps passe plus lentement au sol qu'en altitude. Alors, c'est extrêmement troublant. En fait, Einstein a encore, toujours dans la même finesse de la relativité, il a étudié ce qu'on appelle la relativité générale, on en a déjà parlé, et là encore, en fait, toute masse a une influence extrêmement forte sur l'espace et le temps. Qu'est-ce qui se passe, Willy, comme tu nous l'as très bien expliqué? On a observé ce phénomène, mais comment l'expliquer? Alors souvenez-vous, on a parlé donc de ce fameux cône de lumière, étant le déplacement maximal dans l'espace et dans le temps que vous pouvez effectuer, que nous pouvons tous effectuer, et duquel nous ne pouvons pas sortir de fait. Ça veut dire que toutes les trajectoires possibles de nos lignes d'univers sont déjà contenues dans ce cône représentant la trajectoire de la lumière. Alors, c'est également une particule qui est sensible à la force de gravitation et qui va être déviée par elle. Alors certains pourraient se dire, oui mais le photon, c'est une particule sans masse. Mais c'est une particule de haute énergie. Et vous savez, sans doute, on en a déjà parlé dans les podcasts, que masse égale énergie. C'est le fameux E égale mc2. Le cône de lumière, c'est un peu l'aiguille qui va définir notre futur, notre ligne du temps. Imaginez un peu tout simplement que c'est une boussole et que nous, nous sommes cantonnés à suivre le nord de cette boussole et que peu importe le déplacement de l'aiguille, nous devrons le suivre quoi qu'il arrive. Alors maintenant, imaginez faire tomber un objet par terre.
tous les potentiels futurs de cet objet est contenu dans ce cône de lumière. Vous vous souvenez de l'analogie avec la boussole du cône de lumière? Eh bien, imaginez qu'un fort champ gravitationnel, comme par exemple là dans ce cas-ci la Terre, est symbolisé par un aimant. Si vous commencez à rapprocher doucement un aimant de la boussole, le nord va être automatiquement dévié et attiré par l'aimant. De fait, comme nous devons suivre l'aiguille indiquant le nord, obligatoirement, nous aussi dévions vers l'aimant. Et donc, si on pouvait l'observer, eh bien ce cône de lumière serait en quelque sorte lui aussi incliné vers le bas, vers la Terre. Ainsi, toutes les lignes d'univers possibles, c'est-à-dire tous les futurs de l'objet, se dirigent vers le sol. Autrement dit, il est déjà destiné dans le futur à tomber, puisque son cône de lumière l'en oblige. Ainsi, on peut donc voir la gravitation sous un angle totalement différent que celui d'une force, comme on l'a appris à l'école, mais aussi comme celle d'une trajectoire temporelle. Mais alors vous me direz, quel rapport? Eh bien, j'y viens. Alors, vous avez peut-être vu dans Interstellar cette scène où un vaisseau spatial était en orbite autour d'une planète qui était extrêmement lourde et extrêmement grosse. Un individu restait dans le vaisseau spatial et 2 individus descendaient sur le sol de cette planète. Eh bien, quand ils remontaient, il s'était passé 1 semaine pour ceux qui étaient descendus et il s'était passé quelques années pour l'individu qui était resté en orbite. Donc, le temps, là encore, est déformé par une masse importante. Imaginez que vous êtes dans une montagne russe, dans un wagon, sur des rails. Les rails, là encore, vous commencez à comprendre où je veux en venir, représentant le défilement du temps. Et à côté de vous se trouvent d'autres personnes dans un autre wagon, sur un autre parcours de montagne russe. Au départ, les 2 wagons roulent dans le même sens et à la même allure, qui représente donc l'écoulement du temps. Mais à un moment donné, vous continuez tout droit, tandis que le wagon à côté de vous se met à monter. Ce qui, dans notre analogie, représente le fait d'être attiré par un objet gravitationnel. Ce faisant, naturellement, vous vous en doutez, vous le visualisez, votre wagon prendra de l'avance, tandis que l'autre wagon qui doit monter la pente prend du retard par rapport à vous. Et donc là encore, le wagon apparaîtra derrière vous, c'est-à-dire qu'il sera au ralenti dans le temps, tandis que vous prenez de l'avance, mais de l'avance dans le temps. Ça explique très bien ce qui se passe dans Interstellar, comme l'a dit Willy. Alors, un dernier exemple qui est assez stupéfiant, c'est que se passe-t-il lorsqu'on arrive très près de quelque chose qui est extrêmement lourd? Donc ce dont on va parler là, c'est le trou noir. Le trou noir, en fait, rappelez-vous, on en a légèrement parlé, peut-être pas assez, mais c'est un objet extrêmement compact qui a une gravitation terriblement forte. Elle est tellement forte qu'elle empêche même la lumière de s'échapper de cet astre. Alors, voilà, on est en orbite autour d'un trou noir. Alors, on verra rien ne s'échappera du trou noir, aucune lumière. Essayons d'imaginer, voilà, on est en orbite autour d'un astre extrêmement dense et un astronaute va descendre lentement vers le trou noir pour voir ce qui s'y passe. Alors, il sort du vaisseau spatial, bien évidemment avec sa combinaison, et puis s'approcher lentement de ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. L'horizon du trou noir, c'est une espèce de surface immatérielle qui fait que si on la dépasse, plus rien ne pourra en sortir. Donc je vais voir mon compagnon descendre lentement vers le trou noir. Alors au début, il me semblera se mouvoir de la même manière que quand il était dans le vaisseau spatial. Et puis finalement, peu à peu, je vais le voir ralentir, déjà ralentir dans son mouvement, puis dans ses gestes, et puis de plus en plus ralenti, et dès qu'il arrivera quasiment à l'horizon du trou noir, j'aurai l'impression qu'il est complètement figé. C'est-à-dire que pour lui, le temps sera tellement dilaté que entre 2 événements, c'est-à-dire par exemple entre 2 mouvements de ses bras, il se passera un temps infini. Moi, j'aurai l'impression en le regardant de le voir complètement figé, immobile. Par contre, lui, non, il verra rien du tout. Tout sera comme d'habitude, il continuera à descendre. Là encore, Willy, comment expliquer
cet étrange phénomène de quasi arrêt sur image, si nous le voyons un jour, quelqu'un tombé dans un trou noir. Et bien là encore, on peut le comprendre grâce à ces lignes d'univers. Nous revoilà donc sur nos montagnes russes. Dans notre wagon, tout va bien pour nous, nous allons toujours tout droit. Tout à coup, de l'autre côté, un trou noir. Celui-ci distord l'espace-temps de manière si puissante que pour nos voisins sur les rails, eh bien c'est ce qui s'apparente à la chute libre. Le rail, qui correspond donc à la ligne du temps, plonge à la verticale. Là encore, imaginez notre cône de lumière, notre boussole, qui régit notre ligne du temps. Eh bien, le trou noir est un objet tellement massif, imaginez un énormément, tellement puissant que notre boussole va être complètement déviée, attirée par l'énorme bobine, et ne bougera absolument plus. Autrement dit, le cône de lumière est complètement incliné, attiré par la force gravitationnelle du trou noir. Le wagon est donc sur des rails, peu importe leur tentative désespérée, qui condamnent inexorablement les voyageurs à plonger vers le trou noir. Le wagon est en chute libre, inexorablement, impossible à remonter ou à arrêter. Mais de notre point de vue, continuons tranquillement notre chemin sur notre ligne temporelle, nous observons que l'autre wagon n'avance plus dans notre direction. Autrement dit, il n'avance plus dans notre point de vue temporel, c'est-à-dire dans un déplacement de l'arrière vers l'avant. De leur point de vue, encore une fois, dans l'autre wagon, le temps continue de s'écouler. Seulement la ligne du temps est si déformée qu'elle est maintenant perpendiculaire avec notre ligne temporelle. Et cette courbure des lignes d'univers amène à une autre conséquence terrifiante. Ce qui était pour le deuxième wagon une dimension spatiale, c'est-à-dire qui correspond à un déplacement de haut en bas, est devenu une dimension temporelle. Autrement dit, l'espace est devenu une dimension temporelle. Et en effet, si vous vous trouviez dans ce wagon, pour l'horizon du trou noir qui correspond au point juste avant la chute libre, il faut que vous vous retourniez dans le wagon pour voir le début de la chute libre. Et puisqu'elle est derrière vous, elle est derrière vous dans le temps. Autrement dit, l'horizon du trou noir se trouve dans votre passé. Vous ne pourrez jamais en sortir, puisque évidemment vous ne pouvez pas remonter le temps. Et le centre du trou noir, la singularité, est pour vous votre seul avenir. Voilà un petit peu cette notion de dilatation du temps à cause d'une masse gravitationnelle, d'une énergie gravitationnelle, d'un champ gravitationnel très important. Alors, il sera pulvérisé bien évidemment bien avant d'arriver à cet horizon, mais c'était pour l'expérience de pensée, pour voir la dilatation du temps. Mais regardons un petit peu la réalité. Imaginons qu'il se précipite vers le trou noir, les pieds en avant. Eh bien déjà, ce qui se passera pour lui, c'est que ses pieds seront plus attirés que la tête. Donc il va, comme on dit, se spaghettifier, c'est-à-dire il va être finalement étendu, puis déchiré. Vraiment, bien évidemment, il sera pulvérisé à ce moment-là. Et en plus de ça, si il avait une montre à sa cheville et une montre à son poignet, eh bien, elle n'indiquerait pas le même temps. Donc voilà un petit peu ces deux dilatations du temps vues avec la relativité restreinte, c'est-à-dire la dépendance due à la vitesse d'un objet par rapport à un autre, puis la dilatation du temps par rapport à un champ gravitationnel intense. Et là encore, reprenons l'expérience, même sur Terre, le temps passe plus vite à ma tête qu'à mes pieds. Ce qui est assez troublant, mais bon, bien évidemment, absolument pas mesurable à notre échelle. Donc voilà un petit peu cette notion du temps. Alors maintenant, on pourrait se poser des tas de questions un peu philosophiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Eh ben, on n'en sait toujours rien. On peut dire une chose, c'est que finalement, c'est une illusion. C'est une illusion dans la mesure où chacun peut percevoir deux événements de manière totalement différente finalement. Mais alors, qui a raison? Ben, tout le monde. Donc finalement, la notion de temps, c'est quelque chose d'extrêmement trouble et puis questionnante. Alors, dernièrement, on a parlé aussi de ce problème qui fait que nous avons deux théories physiques extrêmement puissantes et fines qui sont parfaitement bien testées et expérimentées. La relativité générale qui explique ce qui se passe à
très 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 grande échelle, à l'échelle de l'univers, et puis la mécanique quantique qui dit ce qui se passe à une échelle extrêmement petite, au niveau atomique, au niveau des particules, etc. Elles sont parfaites, sauf que à un moment donné, il y a deux expériences qui permettent de mélanger ces deux théories, c'est-à-dire le Big Bang, lorsque l'univers était infiniment petit, extrêmement dense, donc utiliser la relativité générale et la mécanique quantique. Et puis la deuxième chose, c'est que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir lorsqu'une étoile s'est totalement effondrée en un point quasiment infime. Donc là encore, il faudrait étudier ces deux moments-là avec nos deux théories, relativité générale et mécanique quantique. Et manque de bol, elles sont totalement incompatibles à ces échelles-là. Alors, pourquoi elles sont incompatibles? C'est parce que au niveau de la mécanique quantique, tout est discret, tout est discontinu. Par contre, dans la relativité générale, tout est parfaitement continu. L'espace et le temps sont continus. C'est-à-dire, pour passer d'un endroit à un autre, ça se passe d'une façon continue. Lorsque le temps passe de 1 seconde à 2 secondes, le temps passe par tous les intervalles possibles entre 1 et 2. Donc voilà, il y a une incompatibilité mathématique, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et là, la recherche est extrêmement puissante en ce moment parce qu'on voudrait réconcilier ces deux théories qui sont parfaites à leurs échelles, mais qui ne sont plus du tout parfaites à des échelles infiniment petites. Et certaines théories, donc la théorie des cordes et la théorie de la mécanique quantique à boucle, on pourrait éventuellement trouver quelques solutions pour rendre compatibles ces deux théories, c'est de quantifier l'espace et de quantifier le temps. Ça veut dire que finalement, d'un instant à l'autre, il y a des sauts. Pour aller d'un instant à l'autre, le temps fait un saut. Infime, bien évidemment. C'est pas visible à notre échelle, mais le temps ferait un saut. Bon, on va pas parler de mathématiques, mais le fait qu'on puisse concilier ces deux théories grâce à la discrétion entre deux événements, quand je parle de discrétion, c'est en saut, eh bien ça me fait penser à quelque chose qui pourrait éventuellement déterminer la notion de temps. C'est que finalement, un moment est une particule de temps qui n'en contient pas. Avant de terminer cette émission, une fois n'est pas coutume, nous allons lire le commentaire de Noodle qui nous dit « Merci infiniment, merci de me faire rêver, m'évader du quotidien et de la monotonie de la routine, de m'apprendre et de me rapprocher de mon rêve de devenir astrophysicienne, continuez comme ça. » Eh bien merci beaucoup Noodle, je sais pas quel est le vrai nom derrière, ça nous fait bien évidemment très très plaisir, ça nous touche beaucoup, ça touche beaucoup Willy. Et sachez que même si on ne peut pas lire tous les commentaires, on les voit, on vous répond, les réponses sont possibles sur les réseaux sociaux par exemple. Communiquez-les nous, c'est le seul moyen que nous avons d'avoir un retour par rapport à vous. Merci encore de votre fidélité et nous vous disons à très vite ce mois-ci pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.